Nous allons nous intéresser à l'art de la Renaissance italienne en particulier et nous travaillerons sur deux artistes, Botticelli et Michel-Ange. La Renaissance est multiple, elle concerne trois foyers principaux. D'abord la Renaissance italienne, ensuite la Renaissance flamande germanique et ensuite la Renaissance française. Donc, comme nous pouvons voir sur la carte que nous avons sous les yeux, on constate que les foyers culturels et humanistes sont nombreux en Europe et cela explique pourquoi ces différentes innovations artistiques, intellectuelles, scientifiques, etc., vont se développer un petit peu partout en Europe avec parfois quelques décalages. En ce qui concerne l'Italie, elle va être moteur à ce niveau-là. Et vu que ce sont des grandes villes intellectuelles, les différents artistes, différents penseurs vont se rendre en Italie pour étudier ce qui s'y passe ou vont faire venir un certain nombre d'œuvres à la fois artistiques ou littéraires. Par exemple, les artistes vont aussi circuler dans ces différentes villes. Par exemple, Léonard de Vinci va travailler à Florence, par exemple, et va ensuite se rendre à Fontainebleau sur demande du roi François Ier. Donc on voit qu'il y a de façon globale un mouvement intellectuel qui permet un essor artistique. En ce qui concerne plus principalement l'histoire de la Renaissance italienne, il faut d'abord se plonger sur sa géographie. En effet, à ce moment-là, l'Italie n'est absolument pas une nation unifiée. Ça viendra beaucoup plus tard au XIXe siècle. En fait, l'Italie est à ce moment-là morcelée en différents petits États, duchés, marquisats, etc. Et globalement, on va voir au sein de l'Italie se développer différentes cités-États, comme par exemple Venise, mais également le développement d'une nouvelle caste sociale, c'est-à-dire celle des marchands. Par exemple, si on s'intéresse à Florence, la grande famille qui dirige la ville sera notamment les Médicis. À Milan, ce sera les Sforza. Euh, à Rome, ce sera plutôt des familles papales comme les Borghese ou les Barberini, etc. Donc, il y a différentes grandes familles qui ne sont pas issues de l'aristocratie, mais d'une nouvelle bourgeoisie marchande. En ce qui concerne l'innovation purement esthétique de la Renaissance, il va y avoir différents éléments. Il va notamment y avoir des innovations d'un point de vue technique. Par exemple, la peinture à l'huile va se développer, c'est-à-dire que l'on ne mélange plus les couleurs, les pigments avec du jaune d'œuf, par exemple, mais avec de l'huile. C'est beaucoup plus intéressant en termes d'effet. La technique de la fresque va aussi se développer, que ce soit sur mur, plafond ou voûte. La perspective géométrique va se développer véritablement à ce moment-là. Et donc justement, cette attention géométrique à l'espace va aussi avoir une répercussion sur la représentation des corps, puisque l'on constate que les artistes cherchent à vraiment comprendre les proportions des corps, donc vont s'intéresser à l'anatomie et également vont s'intéresser à la représentation du corps nu. Donc ça pouvait exister auparavant quelques types de représentations de corps nu, par exemple Adam ou Ève, mais c'était globalement relativement rare. Ça va se développer plus au moment de la Renaissance. Alors ça ne veut pas dire le corps nu pour lui-même, ça va toujours être dans le cadre d'une scène mythologique, par exemple, comme Vénus. Et donc justement, avec cette prise en compte de Vénus, le goût de l'Antiquité va se redévelopper à nouveau, par exemple grâce au
suite à la chute de Constantinople, un certain nombre de savants grecs, par exemple, vont se rendre en Italie, ils vont amener tous les textes grecs mythologiques et ça réamène, ça reconduit une reconnaissance de ces connaissances. Cette partie ici, c'est juste pour vous illustrer la technique de fresque et de perspective géométrique. Donc, il s'agit de la Sainte Trinité de Masaccio. Il s'agirait de la première représentation parfaite de perspective classique. Et donc, c'est vraiment une œuvre importante dans l'histoire de l'art. Alors, en ce qui concerne l'aspect chronologique de la Renaissance italienne, il y a à peu près 3 grandes périodes. La pré-Renaissance, appelée également Trecento, qui irait de 1300 à 1420, qui se développe d'abord dans la région de la Toscane, avec des artistes comme Giotto ou Cimabue. La deuxième partie de la Renaissance, il s'agit du Quattrocento, de 1420 à 1500, se développe toujours dans la région, à Florence, avec cette fois-ci des artistes comme Della Francesca, Botticelli ou Masaccio, donc, dont nous avions vu l'œuvre précédemment. Et on voit différents éléments se développer. Par exemple, ici avec le Della Francesca et ces deux portraits du duc et de la duchesse d'Urbino, on constate une évolution. Cette fois-ci, le portrait pour lui-même. Ce ne sont plus des portraits de commanditaires intégrés à une scène religieuse, mais deux portraits de personnes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire le duc et la duchesse d'Urbino. On remarque des éléments propres à cette époque en ce qui concerne le style de portrait, de profil. C'est très propre à ce moment-là, avec en fond un paysage. En ce qui concerne l'autre œuvre, donc celle de Fra Angelico, on reste dans un sujet religieux. Néanmoins, les personnages religieux sont intégrés dans un espace réaliste, avec une architecture qui fonctionne. Également, on devine en fond un paysage, etc. Donc là, on a eu une évolution également sur la représentation. La dernière partie, il s'agit de la haute Renaissance, autrement appelée Cinquecento, de 1500 à 1530. Après cette partie, on peut aussi considérer une Renaissance tardive si on veut, mais on peut également parler de maniérisme. Je ne vais pas évoquer cette partie-là, on va se concentrer sur Cinquecento, qui cette fois-ci, donc on commence à voir que ça s'étend beaucoup plus dans les différentes villes italiennes, comme Florence, Rome ou Venise. En ce qui concerne les artistes, on va retrouver Bramante, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël et Titien par exemple. Donc, dès le début, la Renaissance va être un art multiple, à la fois peinture, sculpture ou architecture par exemple. En ce qui concerne la peinture, donc nous avons ici deux œuvres très connues. Si on commence par celle de droite, donc celle de Raphaël à l'école d'Athènes, qui est une des œuvres les plus connues en ce qui concerne l'histoire de l'art. Donc, on est dans un sujet profane, c'est-à-dire une représentation, une allégorie aussi du savoir en lien avec l'héritage grec, et ainsi qu'une série de portraits, par exemple. L'homme qui est présenté ici, il s'agit d'un portrait de Michel-Ange. Au centre, nous avons un portrait de Léonard de Vinci. Donc voilà, il y a à la fois une représentation allégorique de la philosophie grecque et également une série de portraits. En ce qui concerne les portraits, nous avons à gauche un portrait de Ginevra de Benci, réalisé par De Vinci, qui est cette fois-ci beaucoup plus moderne, si je puis dire, par rapport aux deux séries de portraits auparavant, où cette fois-ci, cette femme est représentée de 3/4. Donc effectivement, en ce qui concerne ces portraits individuels, De Vinci avait plutôt l'habitude de les représenter de 3/4, par exemple les portraits à l'hermine, etc.
Donc ça paraît beaucoup plus réaliste que ces portraits, et beaucoup moins froid que ces portraits de profil. Alors après cette représentation globale et rapide de la Renaissance, nous allons commencer par nous intéresser à un artiste italien extrêmement important du Quattrocento. Il s'agit comment il s'appelle? Excusez-moi, de Botticelli. Donc c'est un peintre qui est surtout connu pour sa peinture religieuse et donc ici nous avons un autoportrait de Botticelli qui provient d'une œuvre que nous verrons par la suite. Donc Botticelli serait né à Florence en 1444 ou 1445. Il va mourir dans cette même ville le 17 mai 1510. Il va principalement travailler à Florence avec une petite aventure à Rome. Ses mécènes sont principalement donc florentins, notamment la famille de Médicis, mais également le pape Six IV. Alors, en ce qui concerne plus globalement sa biographie, hein, donc il vient d'une famille modeste, il n'est absolument pas issu d'une famille d'artistes. Son père était tanneur, c'est-à-dire qu'il travaillait le cuir, mais il va montrer assez rapidement une envie de travailler dans un domaine artistique. Et à 20 ans, il va rentrer en apprentissage chez Fra Filippo Lippi, un des grands artistes de cette époque. Et donc, il va faire son apprentissage. Et on sait, d'après les archives, qu'en 1470, il va avoir sa première commande publique et ça va aussi coïncider avec l'ouverture de son premier atelier. Donc c'est un homme, malgré ses origines modestes, qui est extrêmement cultivé. Il va s'intéresser au néoplatonisme médicéen, qui est en fait un mouvement philosophique et artistique toscan qui s'intéresse au beau en lien avec la tradition grecque. Enfin, quand j'entends tradition grecque, ça va être tout ce qui concerne donc la philosophie, la mythologie, etc. Et c'est aussi de s'intéresser à la beauté des choses et de l'interroger avec l'aspect divin, c'est-à-dire comment la splendeur divine permet de mettre en avant la beauté des choses. Donc c'est cet aspect culturel et intellectuel extrêmement important chez Botticelli. Cela nous prouve également qu'il était très proche de la famille Médicis et de ses élites intellectuelles de la cour. On sait par certaines œuvres, mais j'y reviendrai ensuite, qu'il a pu accéder aux collections privées de la famille Médicis. Donc c'était vraiment un homme bien intégré dans ce milieu. En 1481, il va être appelé à Rome par le pape Six IV qui va lui demander de décorer une partie de la chapelle Sixtine. Si on commence par la gauche, donc ici nous pouvons voir un jeune homme qui est en train d'essayer de prendre des oranges. On peut deviner des oranges. Donc il s'agit d'Hermès, que l'on peut reconnaître notamment à ses chaussures ailées. Ensuite, à ses côtés, donc on peut voir trois femmes qui représentent en fait les trois grâces. Donc les trois grâces. Ensuite, au centre, une femme enceinte qui est certainement Vénus, qui est donc comme on est dans une fête du printemps, qui représenterait donc la fécondité, le changement des cycles, de saison, etc. Au-dessus d'elle, un Cupidon qui va tirer ses flèches. Après, à côté de Vénus, on devine une femme qui porte une tenue, une robe avec des fleurs. On peut supposer qu'il s'agit de Flora, peut-être qui serait une émanation de la ville de Florence, c'est pas extrêmement sûr.
Et ensuite, sur la dernière partie, on voit un homme qui vole en train de soulever une femme. Donc il s'agit en fait de Zéphyr qui va tomber amoureux en fait d'une jeune femme et Chloris, et qui va l'enlever et elle deviendra ensuite son épouse. Donc voilà en ce qui concerne la description. Donc ici nous avons deux portraits. Il s'agit de Simonetta Vespucci, qui était en fait la femme qui est représentée au centre sur l'œuvre du printemps, donc Vénus, et ensuite que l'on verra dans d'autres œuvres de Botticelli. Donc Simonetta Vespucci était une jeune femme qui était la maîtresse de Julien de Médicis, et elle va mourir assez tôt, puisqu'elle va avoir une pneumonie à 23 ans et ne pas y survivre. En fait, toutes les œuvres, tous les portraits que nous avons d'elle sont posthumes, comme par exemple les œuvres de Botticelli auparavant. Et cette femme a été considérée comme ayant été parmi les plus belles femmes de son époque. Et souvent, il va y avoir un certain nombre de portraits d'elle. Elle va représenter les canons esthétiques de la Renaissance, par exemple ses cheveux blonds roux, une silhouette plutôt élancée, fine. Donc voilà, un certain nombre de critères esthétiques qui se mettent en place au moment de la Renaissance. Et ici, sur les deux portraits que nous avons de Botticelli, donc il s'agit toujours de portraits assez propres au courant renaissant, c'est-à-dire de profil, sur un fond plus ou moins neutre. Ici, c'était pour illustrer un autre portrait de Simonetta Vespucci. Donc, il s'agit de Pierre de Côme. Et cette œuvre est assez mystérieuse. Elle représenterait assez bien le style néo-platonicien. C'est-à-dire que de prime abord, lorsqu'on regarde ce portrait, on pourrait supposer qu'il s'agirait de Cléopâtre. C'est-à-dire, enfin, une Cléopâtre anachronique, évidemment, mais disons que le serpent autour du cou pourrait évoquer la mort de Cléopâtre par un aspic. Alors, les dernières recherches tenteraient à prouver qu'il s'agirait au contraire en fait d'une réflexion sur la beauté, et qu'en fait que la beauté ne sortirait, ne se produirait que dans un cadre tragique et dans la jeunesse. C'est-à-dire que, par exemple, si on décrypte un petit peu plus, le serpent qu'elle a autour du cou serait en fait un ouroboros, c'est-à-dire ce serpent qui se mord la queue et qui donc ferait référence à la continuité, enfin un cercle sans fin. Et si on regarde derrière le portrait de la jeune femme, on voit qu'il y a un ciel avec des nuages, mais surtout un gros nuage menaçant. Et donc, certainement que ce nuage menaçant évoquerait de sombres événements à venir pour la jeune femme et évoquerait donc la mort de Simonetta Vespucci. Donc sa beauté ne serait que atteignable, durable que dans la mort. Donc c'est des discussions discussions où tout le monde n'est pas encore d'accord, mais disons qu'on voit que déjà sur une œuvre, en ce qui concerne la thématique, enfin l'analyse totale, il y a encore des discussions importantes. Donc nous avons ici un autre exemple de portrait de Simonetta Vespucci. Il s'agit de la naissance de Vénus, et cette fois-ci, il s'agit vraiment d'une des œuvres les plus connues de Botticelli. Donc il s'agit toujours d'une œuvre posthume de Simonetta Vespucci. Alors, donc ce que nous avons sous les yeux est donc extrait du mythe de Vénus, plus exactement le moment de sa naissance. Selon le mythe, elle serait née dans les eaux et voilà, dans l'écume, et que Zéphyr que les vents vont l'amener aux abords de Chypre, en tout cas selon le mythe, et elle serait
arriver vers Chypre sur un coquillage et elle aurait été nue, etc. Enfin, donc elle était aussi déjà adulte, elle aurait été nue et elle serait arrivée voilà, au niveau des terres chypriotes. Donc la scène de Botticelli reprend cet événement-là. Donc on est clairement dans une scène renaissante, notamment par la symétrie de la composition. Vénus est clairement au centre de l'œuvre. Les personnages qui sont disséminés à ses côtés euh, permettent une lecture tout à fait cohérente de l'œuvre. Donc voilà, ça correspond tout à fait aux critères. En ce qui concerne plus particulièrement les personnages, donc sous la gauche, nous avons Zéphyr et Chloris. Donc on devine que c'est après l'enlèvement de Chloris. Et Chloris qui à ce moment-là, suite à son union avec Zéphyr, devenue une nymphe. Et donc Zéphyr, dieu du vent, va pousser de son souffle Vénus vers la Terre. Et Chloris, donc, que j'ai dit qui était une nymphe, certainement de la flore, on peut deviner autour d'eux des fleurs qui sont dans les airs, et certainement qu'il s'agit de myrtes, qui sont un des symboles de Vénus. Vénus, quant à elle, est au centre de l'œuvre. Elle se trouve debout sur un coquillage, une coquille Saint-Jacques, qui est également un des symboles de Vénus. Et donc elle a les cheveux longs, roux vénitiens, donc tout à fait dans le style esthétique de l'époque. Et elle a une position assez particulière. Donc en effet, on devine qu'il y a un mouvement de hanche et qu'elle n'a pas le poids, elle ne porte pas son poids sur ses deux jambes, mais sur une en particulier. Donc il s'agit de ce qu'on appelle un contrapposto, donc un contrepoids de la jambe. Et on constate également qu'elle est en train plutôt de se couvrir, notamment l'entrejambe avec ses cheveux ou sa poitrine de sa main. Et donc ce côté pudique est accentué par le dernier personnage qui semblerait être soit une divinité du printemps ou l'une des heures, c'est-à-dire l'une des déesses de la division du temps, qui cherche à couvrir Vénus d'un voile. Donc cette iconographie, cette représentation de Vénus pudique est assez récurrente, notamment à l'Antiquité, mais je vais y revenir sur deux points. Donc d'abord, en ce qui concerne déjà à l'Antiquité, donc ici nous avons une scène datant de Pompéi, et, où on voit que la représentation de Vénus, enfin la naissance de Vénus dans un coquillage, etc., est tout à fait fréquente. Par contre, en ce qui concerne la Vénus pudique, donc nous avons un autre exemple. Donc il s'agit d'une Vénus de Médicis, qui serait une originale, qui est une œuvre romaine d'après une originale grecque, parmi un des plus grands artistes de l'Antiquité de la sculpture grecque. En ce qui concerne plus globalement cette Médicis, cette Vénus, donc on constate, au vu de la position qui est identique ou quasi identique avec la naissance de Vénus, donc cette Vénus se trouvait dans les collections privées de Laurent de Médicis. Donc on peut effectivement imaginer que Botticelli a pu visiter ces différentes collections et qui s'en est inspiré pour sa naissance de Vénus. Encore un dernier exemple, ici d'une représentation de Vénus et d'un nu vénitien, enfin d'un nu de Botticelli, pardon. Donc il s'agit de la calomnie d'Apelle qui daterait de 1495 et certainement, enfin c'est quasi sûr, qu'il s'agit du dernier nu réalisé par Botticelli. Ensuite, il va complètement entrer dans l'imaginaire, dans la secte de Savonarola et refuser complètement la représentation du nu. Donc il s'agit toujours d'une représentation de Simonetta Vespucci. Je ne l'ai pas précisé, mais il semblerait qu'il aurait été fou amoureux d'elle.
c'est vrai ou pas, c'est une supposition, mais en tout cas, il va, pendant à peu près une quinzaine d'années, la représenter dans ses œuvres mythologiques. Donc la représentation d'une Vénus pudique existe, néanmoins, effectivement, on reconnaît plus la Vénus triomphante, on va dire, dans sa nudité. Ici, nous avons deux autres exemples, deux représentations de Vénus. La Vénus de Titien, donc la Vénus d'Urbain, est plutôt une Vénus triomphante, séductrice, à l'aise avec son corps. Elle est nue, elle regarde bien, elle se couvre l'entrejambe de sa main, mais elle ne semble pas gênée. Elle regarde le spectateur. Donc cette représentation va être extrêmement connue en histoire de l'art et inspirer de nombreux artistes par la suite, comme Manet. L'autre exemple que nous avons à côté est toujours une œuvre de Botticelli, cette fois-ci un petit peu différente. Donc il semblerait qu'il s'agirait d'une œuvre en fait, qui devait être soit sur un coffret au moment du mariage où on allait mettre tout le linge de lit, etc. Ou une œuvre qui se retrouvait sur un des panneaux d'un lit de mariage. Donc en tout cas une œuvre plutôt matrimoniale. Cela, enfin, ce contexte matrimonial s'explique aussi par ce qui est représenté. Donc on peut deviner Vénus et Mars. Vénus est réveillée, elle est complètement vêtue, à l'inverse de Mars qui semble endormi et juste vêtu d'un drap qui lui couvre l'entrejambe. Et donc voilà, lui il est plutôt dans un relâchement, à l'inverse de Vénus qui semble beaucoup plus sur le qui-vive si je puis dire. Et on devine autour d'eux des petits satyres dont trois sont en train de voler les armes de Mars. Donc j'ai dit que c'était une œuvre matrimoniale et cette œuvre représenterait le triomphe de l'amour sur la violence, sur la guerre, Vénus étant elle toujours réveillée. Donc après avoir discuté d'un certain nombre d'éléments concernant Botticelli, nous allons nous intéresser à Michel-Ange. Michel-Ange qui était un sculpteur et un peintre. Aujourd'hui, on le connaît principalement pour ses œuvres picturales, notamment la chapelle Sixtine. Néanmoins, c'était quelqu'un qui considérait que la sculpture était son art majeur. Mais voilà, la chapelle Sixtine a dépassé tout ça. Donc Michel-Ange est né à Caprese, donc aussi dans la République florentine, en mars 1575. Et il va mourir en 1564 à Rome. Donc c'est à la fois un sculpteur et un peintre qui va exceller dans les deux domaines, mais aujourd'hui on le connaît principalement pour la peinture. Ses commanditaires sont assez divers, ça peut être à la fois Laurent de Médicis par exemple, ou les papes, ou des papes comme Jules II, Clément VII ou Paul III. En ce qui concerne ses œuvres majeures, ce sont à la fois des sculptures ou des peintures, comme le David ou le plafond de la chapelle Sixtine. Donc, Michel-Ange n'est pas destiné du tout à une carrière artistique. Il est destiné plutôt à être un intellectuel, c'est-à-dire un fonctionnaire. Sa famille voilà, est issue de la petite bourgeoisie, si l'on peut dire, et donc c'était plutôt cela qui lui était prédestiné. Néanmoins, en 1488, il va entrer en apprentissage chez les frères Ghirlandaio, qui sont des artistes de Florence. Ce sont à ce moment-là les artistes les plus prospères et actifs. Donc c'est vraiment un grand apprentissage qu'il va commencer. Et il va faire ses armes chez eux. Durant ces années-là, il va notamment être employé par Laurent le Magnifique, mais ensuite par des papes, principalement. En 1496, il va effectuer son premier séjour à Rome et il ne reviendra à Florence qu'en 1501. Et il va réaliser à ce moment-là son David de Michel-Ange que nous avons donc sous les yeux, qui est une œuvre monumentale
4,34 m de marbre et réalisée en un seul bloc. Donc cette œuvre va véritablement marquer la carrière de Florence et de Michel-Ange, et c'est vraiment une entrée fracassante. fracassante. En ce qui concerne la sculpture, donc il va également réaliser ici le tombeau de Jules II, donc entre 1505 et 1532. Donc c'est vraiment un chantier monumental qu'il va réaliser, notamment normalement au départ ça devait être quelque chose de beaucoup plus grand encore, mais il y a eu des discussions, le pape Jules II est décédé entre-temps, donc c'était d'autres discussions avec sa famille, etc. Mais voilà, ça montre déjà sa maîtrise sculpturale extrêmement importante. Mais on va principalement se concentrer sur la chapelle Sixtine, dont le thème central concerne principalement la Genèse. Et cette scène, ce plafond va permettre à Michel-Ange de démontrer sa parfaite connaissance du mouvement du corps et de l'anatomie humaine. En ce qui concerne globalement la chapelle, elle mesure 40,5 m de long sur 14 m de large et sa voûte va s'élever à 20 m de hauteur et fait une surface totale de 1000 m². Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que Michel-Ange, au départ, ne voulait absolument pas réaliser cette chapelle, enfin, en tout cas ce plafond. Il va y avoir beaucoup d'assistance de la part du pape. Finalement, Michel-Ange va accepter pour des raisons financières. C'est pas qu'il avait forcément besoin d'argent, mais c'était un homme qui estimait voilà, qu'il devait toujours en gagner et qu'il avait une valeur et que si on voulait qu'il travaille, on devait payer pour cela. Donc au final, il va accepter. Il pensait déléguer ce travail à ses apprentis. C'est ce qu'il fait au départ, mais lorsqu'il va aller visiter la chapelle, enfin voir où ils en sont dans l'avancée des travaux, il va absolument pas être content de ce qu'ils font et il va prendre le relais complètement et réaliser tout seul la chapelle. Donc ici, on a un meilleur angle de la chapelle, enfin, du plafond en particulier, mais ici, ce sera beaucoup plus clair sur les différentes scènes représentées. Donc ça concerne l'Ancien Testament. La partie centrale concerne 3 histoires de Noé, ensuite la Genèse et la descente d'Adam et Ève, et pour finir, la création du monde selon l'Ancien Testament. En ce qui concerne les autres scènes, donc il va y avoir aux 4 coins en violet donc des scènes de l'Ancien Testament, comme par exemple l'assassinat d'Holoferne par Judith ou l'épisode de David et Goliath. En ce qui concerne les parties bleues, soit ici en cercle ou en triangle, ce sont des ancêtres du Christ. Et les parties rouges concernent des sibylles, c'est-à-dire des personnages féminins qui étaient censés pouvoir deviner l'avenir. Et ensuite, en orange, des prophètes, notamment de la venue du Christ. Donc, j'ai mentionné auparavant que Michel-Ange avait une connaissance parfaite de l'anatomie humaine. Cette œuvre nous prouve cette connaissance-là. C'est une des parties les plus connues de la chapelle Sixtine. Il s'agit de la création d'Adam. On voit donc Adam allongé sur un sol, ce qu'on peut deviner être un sol, et lui tendant le doigt, le Dieu, qui se trouve porté, assis dans une espèce de, comment je vais dire ça, de sphère. Et à côté de lui, on peut supposer qu'il s'agirait d'anges et pourquoi pas ici d'Ève. C'est une possibilité, ce n'est pas sûr. Et donc, Dieu tend le doigt vers Adam pour lui transmettre la connaissance. Donc ce thème de la donation de la connaissance est accentué lorsqu'on regarde correctement dans quoi se trouve Dieu.
si on regarde bien la forme, on devine qu'il s'agit de la moitié d'un cerveau. Et effectivement, la forme correspond. Donc, cela nous démontre que Michel-Ange a assisté ou effectué des autopsies, ce qui était littéralement interdit par l'Église, mais évidemment les artistes, les médecins, etc. pouvaient s'y adonner car c'était nécessaire de comprendre comment fonctionnait le corps humain, déjà d'un point de vue médical, mais également pour les artistes, pour pouvoir le représenter de les meilleures façons. Donc cette œuvre, par un détail, nous apprend un certain nombre d'éléments sur les connaissances anatomiques et médicales de Michel-Ange. Ici, juste pour le côté anecdotique, mais tout de même intéressant. Donc ici, il s'agit d'une petite esquisse réalisée par Michel-Ange où il se représente en train de travailler dans la chapelle Sixtine. Donc il faut s'imaginer qu'il travaille seul, juste à la lumière des bougies. Donc on devine qu'il tient une petite bougie sur l'esquisse et donc il était debout et il avait la nuque complètement recourbée pendant des heures et des heures et des heures. Parfois il travaillait pendant des jours entiers sans s'arrêter. Et donc on sait par les lettres qu'il pouvait écrire à sa famille, etc., que le chantier était extrêmement difficile pour sa santé et qu'il ressentait beaucoup de douleur à peindre pendant tant d'heures. Ici, une autre scène de la chapelle. Donc, il s'agit d'abord de Adam et Ève croquant le fruit, Ève étant séduite par le serpent, et une fois le fruit consommé, la chasse d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Donc la scène est coupée en diagonale. On constate que les couleurs sont beaucoup plus vives sur le côté droit que sur le côté gauche. Il s'agit en fait de mettre en avant que dans les années 80, il y a eu une restauration de la chapelle Sixtine qui a duré près de 10 ans. Une des dernières parties de la chapelle Sixtine réalisée par Michel-Ange, il s'agit des 2 grands murs latéraux de l'église, de la chapelle plutôt. Cette fresque était réalisée entre 1536 et 1541, d'abord commandée par le pape Clément VII, puis Paul III. Et c'est vraiment là aussi une fresque absolument monumentale, 1370 cm sur 1220 cm. Normalement, Michel-Ange devait réaliser 2 fresques, donc celle-ci, le jugement dernier, et en face, la chute des anges rebelles. Pour différentes raisons, l'autre scène ne sera pas représentée, seulement cette scène que nous avons sous les yeux. Donc il s'agit d'une scène où le Christ se trouve au centre et où justement le jugement dernier est arrivé. Il s'agit d'une représentation de la fin du monde. Et donc aussi sur la question de où est-ce que pourront aller les gens, au paradis ou en enfer. Et donc, on voit, si on regarde le bas de la scène, on constate plutôt que c'est une scène plutôt violente. Enfin voilà, que les démons sont en train de se déchaîner sur la terre et qu'il y a l'espoir de pouvoir peut-être s'en sortir en accédant au paradis, suite au jugement du Christ. Et donc, aux côtés du Christ, on devine tout un tas de saints et saintes. Et s'est glissé dans cette scène un autoportrait de Michel-Ange, enfin en tout cas c'est ce qu'on suppose, donc qui est ici. Donc en fait il s'agit de la peau d'un saint qui a été écharpé, et il semblerait que ce soit cet autoportrait réalisé par Michel-Ange. Donc cela montre vraiment une image de soi-même assez particulière de la part de Michel-Ange. Donc on va s'arrêter sur cette dernière scène. Donc on voit que là, on pourrait en parler pendant bien plus d'heures, que ce soit Michel-Ange ou Botticelli évidemment. Cette partie de l'histoire de l'art est extrêmement riche et il faut toujours continuer à la découvrir, puisque que quelques œuvres sont parmi les plus connues. Il y en a plein d'autres qui sont également très intéressantes.